Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Leonarda Cianciulli, qui est plus connue aussi sous le surnom de la saponificatrice de Correggio. Dans cette vidéo, je vais principalement vous parler de tueuses en série, de démembrement, encore c'est vraiment la thématique du moment, et de cannibalisme. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et si vous êtes prêts, c'est parti. Leonarda Cianciulli est née en 1894 à Montella et elle a eu une enfance absolument misérable. Elle est issue d'un viol et sa mère a été mariée de force à son violeur et cet homme, donc son père, est décédé alors qu'elle n'était qu'un bébé. Sa mère, qui avait vraiment très peu de moyens, l'a élevée dans une très grande pauvreté et en plus de ça, elle méprisait sa fille pour tout ce qu'elle représentait. Ce qui fait que très jeune, alors qu'elle n'était encore qu'un enfant, Leonarda a tenté par 2 fois de se suicider. En 1914, alors que ses parents, donc sa mère et son beau-père, lui avaient choisi son futur mari, un homme qui était issu d'un milieu plutôt aisé, Leonarda refuse et décide à la place d'épouser Raphaël Panzardi, qui était un commis du bureau des registres et qui venait donc d'un milieu économiquement beaucoup plus pauvre que son prétendant. C'est à ce moment-là que sa mère les aurait maudits et on en reparlera tout à l'heure parce que c'est vraiment un élément très important étant donné que Leonarda était une femme extrêmement superstitieuse. Le jeune couple déménage en 1921 dans la ville de Loria où ils vont devoir faire face à de nombreuses difficultés financières. D'ailleurs en 1927, Leonarda Cianciulli va être emprisonnée pour fraude puisqu'elle était impliquée dans des transactions illégales. Après sa libération, Leonarda part s'installer avec son mari et leurs enfants dans la ville de Lacedonia et peu de temps après, leur maison sera détruite par le fameux tremblement de terre de 1930. Suite à ce tragique événement, ils déménagent encore une fois et cette fois ils vont s'installer à Correggio où là cette fois Leonarda Cianciulli va ouvrir un petit commerce qui vendait des savons artisanaux faits main et va être plutôt reconnue par toutes les personnes du quartier comme une petite dame très gentille et très sympathique. Leonarda Cianciulli était une mère extrêmement protectrice avec ses enfants. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle a eu beaucoup de tragédies avec ses grossesses et ses enfants. Elle a eu au cours de toute sa vie 17 grossesses, dont 3 fausses couches et 10 enfants qui sont décédés en bas âge. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'était une femme vraiment très superstitieuse à laquelle une diseuse de bonne aventure lui avait dit qu'elle allait perdre tous ses enfants, qu'ils allaient tous mourir. Et ça, je pense, conjugué avec la malédiction qui lui avait été jetée par sa mère, a vraiment énormément préoccupé et traumatisé Leonarda, ce qui explique pourquoi c'était vraiment une femme qui aurait tout donné pour ses 4 enfants restants. Elle était vraiment tout le temps en train de les surprotéger et elle voulait tout faire pour qu'ils restent en vie le plus longtemps possible. Et puis elle avait vu aussi une autre voyante, une chiromancienne qui lui avait lu dans les lignes de la main et qui lui avait dit: dans votre main droite, je vois la prison et dans votre main gauche, je vois un asile psychiatrique pour criminels. Ces prédictions-là, à mon avis, elles ont vraiment beaucoup marqué Leonarda et elles ont influencé le comportement criminel qu'elle va avoir par la suite. On arrive en 1939, on est au tout début de la Deuxième Guerre mondiale et le fils aîné de Leonarda, qui s'appelait Giuseppe, a été appelé à rejoindre l'armée pour aller combattre. Mais Giuseppe, c'était aussi le fils préféré de Leonarda, j'imagine, parce que c'était son fils aîné, donc le plus grand, le tout premier à avoir réussi à atteindre l'âge adulte, et cette dernière n'était absolument pas prête à le laisser partir. Elle en est arrivée à la conclusion assez bizarre que pour sauver son fils, il fallait qu'elle fasse des sacrifices humains.
Comme je vous l'ai dit, c'était une personne qui était pas mal intéressée par tout ce qui est l'astrologie, la voyance, les rituels de magie, etc. Et je pense qu'au fur et à mesure de ses recherches et peut-être de ses rencontres, elle a fini par se pencher sur la magie noire. Et comme je vous l'ai dit, comme elle avait vraiment très peur de perdre ses 4 enfants, elle voulait à tout prix trouver un moyen de les sauver. Et elle s'est dit, donc par ses rituels de magie noire, qu'elle allait sacrifier des personnes pour comme prendre une vie à la place d'une autre et comme échanger le mauvais sort qui reposait sur ses enfants. Ces victimes étaient toutes des femmes isolées qui faisaient partie de son voisinage. Alors il y a un peu un débat selon les différentes sources que j'ai pu trouver. Est-ce que c'était des amies de Leonarda ou bien est-ce que c'était des clientes? Parce qu'apparemment Leonarda aussi faisait des prédictions, elle était diseuse de bonnes aventures, donc peut-être que ces femmes venaient chez elle pour ça. Mais c'est pas très important, je pense, c'est pas vraiment le fond du problème. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vraiment elle choisissait très bien ses victimes. En effet, on voit qu'il y a une vraie méthodologie dans la sélection des victimes de Leonarda, puisque elle choisit uniquement des femmes qui sont, on va dire, comme je vous le disais, un peu isolées, en tout cas qui n'ont pas une famille trop proche d'elle, qui risquent de s'inquiéter si jamais elles disparaissent. Et en fait, elle prend aussi des femmes qui lui font confiance déjà et qui sont, pour la plupart, j'ai l'impression, un petit peu soit naïves, soit désespérées. En tout cas, elles ont besoin de quelque chose que Leonarda va pouvoir leur apporter. Et en fait, le stratagème pour les tuer, mais surtout pour s'en sortir sans se faire attraper, là encore, était vraiment très bien rodé. Parce qu'en fait, elle faisait venir ses victimes chez elle en prétextant avoir un espèce de bon plan pour elle. Ça pouvait être soit elle leur avait trouvé un job, ou alors elle leur avait trouvé un mari, ou enfin quoi que ce soit qui était adapté à la victime et qui pouvait un peu l'appâter. Mais surtout elle s'arrangeait pour que personne ne soit au courant, c'est-à-dire que elle leur disait par contre il faut absolument pas que tu en parles autour de toi, t'en parles pas à ta famille ni à tes amis, parce que sinon j'imagine que comme ça impliquait un peu de la magie et tout ça, si jamais t'en parles, l'opportunité va rater. Donc elle s'arrangeait pour que ses victimes ne disent pas où elles étaient censées partir, et par contre elle leur disait, par contre ce que tu peux faire c'est écrire des lettres à tes proches à l'avance pour leur dire je suis à tel endroit, tout va bien, etc. Et tu me les confies et c'est moi qui les enverrai après à ta famille. La première victime s'appelait Faustina Setti et c'était une vieille fille qui était à la recherche d'un mari. Donc Leonarda lui a fait croire qu'elle lui avait trouvé le mari idéal dans la ville de Pola et qu'elle allait leur arranger le coup. Donc elle se voit plusieurs fois et Leonarda lui explique que voilà, il faut pas qu'elle en parle, tant que c'est pas fait, il faut pas qu'elle l'annonce aux autres, mais par contre elle peut déjà écrire ses lettres et puis comme ça elles seront postées à l'avance. Et donc voilà, elle se voit à plusieurs reprises et puis le tout dernier jour, le jour où Faustina est censée partir, elle retourne voir Leonarda pour lui dire au revoir et c'est là que Leonarda va lui donner un verre de vin dans lequel elle avait mis une drogue pour assommer Faustina. Puis ensuite elle l'attaque avec une hache et elle la tue avec et elle entraîne son corps dans un placard. Elle découpe alors son corps en 9 morceaux et récupère le sang dans une bassine et elle raconte: j'ai jeté les morceaux dans une cuve, j'ai ajouté 7 kg de soude caustique que j'avais acheté pour faire du savon, et j'ai remué la mixture jusqu'à ce que les morceaux soient dissous en une bouillie sombre et épaisse, que j'ai versée dans différents seaux et vidée dans une fosse septique. Quant au sang dans la bassine, j'ai attendu qu'il coagule, l'ai séché dans le four, émietté, puis mixé avec de la farine, du sucre, du chocolat, du lait et des œufs et un peu de margarine, puis j'ai pétri les ingrédients ensemble. J'ai fait beaucoup de petits biscuits pour le thé croustillant et les ai servis aux femmes qui venaient me rendre visite, bien que Giuseppe et moi-même en ayons mangé aussi. Leonarda aurait visiblement aussi touché les économies de sa victime, soit près de 30 000 lire. La seconde victime était Francesca Soavi et elle fut tuée selon le même mode opératoire. Cette fois par contre, Leonarda l'avait attirée en lui prétextant qu'elle lui avait trouvé un boulot dans une école pour les filles dans la ville de Placenza. Là encore, la meurtrière récupère des lettres écrites à l'avance pour la famille, ainsi que les économies de sa victime. La troisième et dernière victime fut Virginia Cassiopo. C'était une chanteuse soprano qui avait autrefois chanté à la Scala, mais qui n'était plus montée pour chanter sur scène depuis longtemps et qui était retombée dans la misère et l'oubli. Leonarda lui fit croire qu'elle lui avait trouvé un impresario à Florence et qu'elle devait partir le 30 septembre 1940 pour le rejoindre.
C'est donc ce jour-là que Virginia rendit visite à Leonarda, qui la drogua au vin et qui raconte « Elle a fini dans la cuve comme les 2 précédentes. Sa chair était graisseuse et blanche. Quand elle a fondu, j'y ai rajouté une bouteille de Cologne et après l'avoir bouillie longuement, j'ai pu en faire un savon crémeux acceptable. J'en ai donné des barres à mes voisins et à mes connaissances. J'ai aussi fait des gâteaux, ils étaient meilleurs. Cette femme était vraiment douce et sucrée. » En plus de ça, Leonarda Cianciulli aurait récupéré près de 50 000 lire ainsi que les bijoux de sa victime. Mais la belle-sœur de Virginia Cacioppo a trouvé bizarre la disparition soudaine de cette dernière et elle s'est décidée à aller voir la police. C'est là-bas qu'elle leur a raconté tout ce qu'elle savait et notamment le fait que Leonarda Cianciulli était la dernière personne à avoir vu Virginia en vie. Il y avait apparemment beaucoup d'indices qui avaient été laissés par la saponificatrice de Correggio qui fut très rapidement démasquée. Lorsqu'elle fut arrêtée, Leonarda Cianciulli est rapidement passée à des aveux très détaillés. En 1946, elle a été jugée pour les meurtres, reconnue coupable et condamnée à 30 années d'emprisonnement plus 3 années d'internement dans un hôpital psychiatrique pour délinquants, exactement comme l'avait prédit la chiromancienne. Leonarda Cianciulli est décédée le 15 octobre 1970 dans la prison de Poggioli des suites d'une apoplexie cérébrale. C'est un ancien terme qu'on n'utilise plus en médecine aujourd'hui mais qui correspond plus ou moins à un AVC, c'est-à-dire en fait un manque d'irrigation et d'oxygénation dans le cerveau. L'histoire de la saponificatrice de Correggio est très célèbre en Italie, elle a inspiré beaucoup de films et puis de pièces de théâtre. Et certains des objets en lien avec cette fameuse histoire, par exemple la cuve dans laquelle Leonarda faisait bouillir ses victimes ou encore la hache qu'elle utilisait pour les découper, sont visibles dans le musée criminel de Rome. Leonarda Cianciulli n'a fait que 3 victimes au final dans sa carrière criminelle. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle n'en aurait fait que 4 pour ses 4 enfants et ensuite elle se serait arrêtée, ou est-ce qu'elle aurait continué parce qu'elle a quand même un profil très particulier de tueuse en série et dans ses crimes il y a plein de choses qui viennent s'ajouter et qui sont vraiment très intéressantes parce que en fait au-delà de toute cette histoire de rituel de magie noire et tout ça, on voit qu'il y a quand même vraiment un espèce d'opportunisme déjà dans le fait qu'elle transforme ses victimes en savon qu'elle va ensuite donner voire même vendre. Elle vole les biens de ses victimes, puis il y a aussi cette histoire de cannibalisme, donc je me demande vraiment si elle se serait arrêtée seulement après ces 4 victimes. D'ailleurs le cannibalisme, on en a déjà parlé dans plusieurs cas de tueurs en série, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça a une dimension assez psychologique en fait. Ce qu'on voit généralement dans les cas de tueurs en série qui mangent leurs victimes, c'est qu'il y a une espèce de volonté de s'approprier l'autre, la victime, et en fait de la faire rentrer en soi, de s'unir peut-être complètement avec la victime, de savoir qu'on la porte en soi à tout jamais. C'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent en fait dans les témoignages des cannibales qui sont arrêtés. Et ouais, je pense que ça se réfère un petit peu à une espèce de croyance ancienne, vous savez, comme quoi si on mange le cœur de son ennemi ou de quelqu'un, on prend son énergie, on prend sa force, ou on prend n'importe quel de ses attributs. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on fait à nouveau le lien avec la magie noire, enfin je pense. Franchement, je connais vraiment très très mal ce sujet-là, mais il me semble quand même que c'est très important, notamment le sang et puis toutes ces histoires d'énergie. Donc je trouvais que ça se combinait vraiment bien, cette histoire de tueur en série cannibale et de magie noire. Je sais pas si c'est le cas pour beaucoup des autres tueurs qui sont aussi cannibales. Il y a vraiment finalement des motivations assez différentes de ce que j'ai pu voir et dans ce cas-là, je trouvais que c'était vraiment 2 choses qui s'articulaient assez bien l'une avec l'autre. D'ailleurs je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je me disais que peut-être éventuellement je pourrais faire une vidéo un peu générale sur le cannibalisme comme j'ai pu le faire, vous savez, avec les tueurs de masse ou les sectes, et essayer de voir un petit peu quels sont les différents mécanismes psychologiques qui entrent en jeu. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait.
Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé, peut-être qu'elle vous a appris des choses. J'ai l'impression que c'est un sujet qui est assez peu connu sur YouTube et en tout cas au niveau francophone, donc j'avais envie de vous le faire découvrir. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude de me mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je fais des gros bisous à toutes les personnes qui vont faire un tour sur mon compte Utip. Merci beaucoup, je sais que je me répète mais merci, c'est vraiment adorable. Je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3,